Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va se pencher sur le lore du nouveau Battletome Skaven de la V4. Il y a pas mal de choses qui sont des conséquences de l'ascension du Grand Racornu et de la Malruine. Mais il y a aussi de nouvelles choses qui ne sont pas nécessairement en réaction à ces événements, mais plutôt des développements et des éclaircissements sur le fonctionnement des Skaven. Donc du coup, petit disclaimer, on va majoritairement parler de ces nouveautés et non pas présenter les Skaven en général. Je vais considérer que vous connaissez un peu les Skaven, leur nature, leur fonctionnement, leur clan, etc. Mais si jamais, pour ceux qui ne les connaissent pas trop, il y aura le lien vers une vidéo qui les présente en environ 5 minutes. Mais sinon, si jamais vous les connaissez de Warhammer Fantasy Battle, ce sont globalement les mêmes Skaven. Ils fonctionnent plus ou moins de la même façon, à quelques détails près qui sont dus à des spécificités de l'âge de Sigmar. Ceci étant dit, passons aux nouveaux détails intéressants. Déjà, en rapport avec le fait que le Grand Racornu est maintenant le 5e dieu majeur du panthéon des dieux sombres. Et à ce titre, il tire maintenant beaucoup plus de pouvoir de certaines émotions, dont une qui m'a fait légèrement lever un sourcil, car l'une d'entre elles est le désespoir. Et pourquoi ça m'a surpris au premier abord, c'est que c'est aussi une émotion dans laquelle le dieu Nurgle puise aussi de l'influence. Ce conflit d'intérêts peut paraître un peu étrange au premier abord, mais ça paraît moins étrange quand on se souvient que le Grand Racornu est né dans le royaume de Nurgle et a donc une certaine proximité avec certains de ses aspects. On voit aussi beaucoup ce croisement avec le clan Pestilence. Cela dit, même s'ils puissent tous deux dans le désespoir à sa base, ils vont ensuite diverger quant à la façon dont ils vont l'utiliser. Car là où Nurgle a l'intention de propager une forme d'amour qui lui est propre, on va dire, le Grand Racornu s'en sert de catalyste pour exacerber la peur, mais aussi l'égoïsme. Et c'est vraiment cet aspect-là dont il va se nourrir. En somme, Nurgle encourage à donner ou créer, et le Racornu à prendre et détruire. Les Skaven, on l'entend naturellement propager ces émotions, mais apparemment, le fait que leurs âmes étaient faibles est ce qui l'avait jusqu'ici limité au rang de dieu mineur. Mais la peur, le désespoir et les actes d'égoïsme de tous les mortels qui ont été affectés par la Malruine est ce qui l'a fait pleinement accéder au rang de dieu majeur. Et un autre élément qui est venu ajouter à son intronisation est le fait qu'il a maintenant en quelque sorte un domaine dans le royaume du chaos. Pourquoi je dis en quelque sorte? Car ce n'est pas un endroit fixe, mais à la place, ce sont différentes parties des domaines des 4 autres dieux majeurs qui ont commencé à être rongés et à être corrompus par l'influence du Grand Racornu lui-même. Donc, le domaine des 4 autres dieux diminue alors que le sien s'agrandit. Ce qui est très intéressant parce que ça va sans doute mener à des frictions entre les dieux du chaos, et c'est quand même assez rare qu'on voit des changements directs dans les royaumes chaotiques. Aussi, du fait qu'il est maintenant un dieu majeur, il a maintenant beaucoup d'adorateurs non Skaven, des mortels qui s'inclinent devant ces ténèbres en quête de secours. Ils sont décrits comme revêtant des peaux de vermine et lui apportent des offrandes en rapport avec la ruine, comme par exemple des récoltes brûlées. Ils surnomment le Grand Racornu comme le bon roi rogne, une sorte de seigneur bienveillant assis à un banquet éternel et qui veut dévorer toute la réalité. Donc leur vénération tourne un peu autour de la faim noire et de l'appétit de Racornu. Mais cela dit, au final, ces fidèles sont ultimement destinés à être dévorés par les Skaven. Cela dit, leur foi apporte beaucoup plus d'influence qu'eux. Je me demande si ces nouveaux serviteurs du chaos sont peut-être un ajout au Slave to Darkness. Peut-être même que leur Battletome aura maintenant aussi des règles pour les 5 dieux majeurs du chaos. Ensuite, on a d'autres petits détails sur le fonctionnement politique du Conseil des 13 de Villeville. Ils se réuniraient dans une salle qui n'obéit à aucune limitation spatiale rationnelle et dont les profondeurs seraient directement connectées à l'endroit où se trouve le Grand Racornu. Fidèle à la tradition, il y a bien sûr 13 sièges situés sur 13 piliers noirs, qui sont, on peut le comprendre, très espacés entre eux afin d'éviter le plus possible que ceux qui siègent dessus essaient de tirer sur leurs voisins. Bien des seigneurs des clans convoitent la place sur ces piliers car ils accorderaient l'immortalité à ceux qui s'en sont montrés dignes, ou plutôt à condition de ne pas avoir été réduits en cendres par le jugement du Racornu. Après, c'est une immortalité avec des guillemets. Ça ne les protège pas des lames ou des fameux accidents Skaven comme on les connaît, mais cela allonge en tout cas leur espérance de vie, qui est d'ordinaire très courte pour les Skaven, même sans les poignardements dans le dos. Aussi, comme d'habitude, 12 sièges sont occupés par des Skaven,
Skaven, et le 13e, fait d'amalpierre pure, est destiné symboliquement au Racornu. Même si de temps à autre, il est occupé par Screech, le seigneur Verminarque, lorsqu'il est nécessaire pour lui de venir directement transmettre les ordres de leur dieu. Il y a aussi une autre spécificité sur le conseil. Chaque siège a un droit de veto sur les propositions du siège opposé à lui. Par exemple, le premier sur le 12e, le deuxième sur le 11e, etc. Le but étant justement de les obliger à marchander entre eux. Sinon, les Skaven étant les Skaven, jamais rien ne serait fait. On a d'ailleurs certains des noms des membres du conseil actuel qui pourraient peut-être arriver à l'avenir en tant que personnage nommé. Il y a le maître Trek, seigneur du clan Scurry, qui semble être un peu lié au clan Eshin, car il est connu pour toujours parler derrière un voile d'ombre huileuse. Il y a aussi le grand archi-technomage Scratch, qui occupe le premier siège du conseil, et qui est sans doute bien sûr lié au clan Skryr. Il a d'ailleurs construit une plateforme mécanique par-dessus son pilier, de 13 pieds de haut, et qui est dotée d'une sorte de museau qui cracherait des flammes. Autre particularité aussi, aucun prophète gris n'est propriétaire d'une des places du conseil, ce qui serait soi-disant dû à des péchés d'un ancien prophète. Cela dit, certains prophètes gris les plus éminents s'assoient tout de même sur les sièges vacants, afin d'après leur dire de les garder en attendant qu'un nouveau seigneur de la ruine s'en montre digne. Ce qui montre aussi que conformément à la tradition, les sièges ont souvent tendance à être libérés. Pour l'instant, le conseil serait majoritairement contrôlé par une alliance des clans Skryr, Moulder et Verminus. Et donc logiquement les clans Pestilence et Shin et le maître clan des prophètes sont minoritaires. Ce qui quelque part est assez cohérent parce que ces trois clans majeurs sont un peu la base solide de la majorité des armées Skaven. Les clans Skryr amènent leurs machines, les Moulder leurs bêtes de guerre et les Verminus tout simplement un grand nombre de Skaven à sacrifier, car ils sont les clans qui ont le taux de population le plus élevé, du fait entre autres qu'ils ont plus de broodmother, mais il semble avoir aussi d'autres façons de faire naître des Skaven. Dans d'anciennes histoires du lore, on sait que suffisamment de corruption peut transformer des mortels en Skaven. Mais la Malruine a aussi apporté quelque chose d'un peu nouveau de ce côté-là. Il semble maintenant que la morsure de certains Skaven peut infecter d'autres mortels, qui vont ensuite par la suite exploser pour donner naissance à plusieurs nouveaux petits Skaven. En soi, j'aime bien le concept, on est à mi-chemin entre une morsure de loup-garou et alien. On a ensuite d'autres nouveaux détails du côté des clans. Du côté du clan Skryr, il est intéressant de noter qu'il commence de plus en plus à expérimenter avec d'autres sources d'énergie, comme d'autres pierres de royaume, et d'autres technologies, comme par exemple celle des Caradrons, et même apparemment les anciens empires khazalites de Shamon, une civilisation de l'âge des mythes qui était capable de créer et de manipuler des sous-royaumes, ce qui pourrait expliquer comment ils ont appris à créer quelque chose comme la rogne. C'est aussi un peu le cas du côté du clan Moulder qui a fait la découverte de la varanite, et qui semble particulièrement apprécier ses fortes propriétés mutagènes. Et d'ailleurs, les membres de ce clan semblent maintenant avoir un grand projet. Ils cherchent à créer à travers leurs expérimentations le géniteur Queenan, une masse de chair protéiforme qui serait une incarnation physique du grand rat cornu. Et chaque maître Moulder qui cherche à créer sa propre version veut intégrer leur création pour pouvoir faire partie intégrante de leur dieu de chair. Et ils supposent bien entendu qu'ils conserveraient leur conscience à l'intérieur de ce corps. Et franchement, j'adore ce nouveau concept autour d'eux. Ça vient rajouter un aspect religieux bien qu'arrogant dans leur modelage de la chair. Le clan Skryr a quelque chose d'un peu similaire avec la technologie. Ils voient leur accornu comme le sombre innovateur, et c'est en quelque sorte de créer un dieu machine. Ces deux croyances les mettent d'ailleurs en opposition avec le clan Pestilence, qui voit le désir d'incarner leur accornu que ce soit en chair ou en acier comme blasphématoire. Et donc cette opposition avec deux membres de l'Alliance qui contrôlent la majorité du Conseil des 13 est probablement ce qui les empêche de plus s'élever. Du côté du clan Eshin, il y a une petite bribe qui parle de comment ils ont acquis les connaissances pour se déplacer dans les ombres et les manipuler, qu'ils auraient potentiellement volé aux choses ombres de l'ordre Duplicita. Et ça c'est un détail assez intéressant, et il se trouve qu'il y a là-bas des entités qu'on nomme parfois des démons des ombres. Ils ont aussi été mentionnés à Olgu, et d'ailleurs Morazzi et Malarion ont aussi interagi avec ces entités. Il se pourrait qu'ils soient liés à la toile umbrale, qui est une sorte d'entre-dimension à travers laquelle on peut plus ou moins accéder à n'importe où, comme le font les coureurs d'ombre kénites. Donc il se peut que le clan Eshin utilise des techniques similaires, et d'ailleurs certains disent même que cela leur aurait permis d'infiltrer Azir. Maintenant, passons aux nouveautés sur le lore des héros, et aussi celui de certaines unités qui sont arrivées avec la V4.
Commençons avec Vezix-Kour, le prophète du grand rat cornu. J'ai déjà un peu parlé de lui dans d'autres vidéos, mais pour faire court, il est celui en charge de la région de la Rogne, à Akshi, et y préside depuis la Sorseniche, la grande cathédrale de la Verminerie, la capitale de la Rogne. C'est un verminarque né assez récemment et a pour objectif de propager la vraie foi du grand rat cornu. Sa montée au pouvoir a été extrêmement rapide et certains pensent qu'il cherche à évincer Screech, le seigneur verminarque. Et ce dernier a d'ailleurs une grande rancune contre lui, car il pensait que la gouvernance de la Rogne allait lui revenir. Ensuite, on a quelques nouvelles de ce bon vieux Tankol, qui serait celui pourquoi les prophètes gris ne sont plus admis au Conseil des 13 d'ailleurs. Et apparemment, malgré le fait qu'il a déçu le grand rat cornu, il aurait la faveur de Vezix-Kour. Donc à l'avenir, ces deux personnages vont sans doute travailler ensemble. En nouveau personnage, il y a aussi Kritok Fullblade, dont j'ai déjà aussi un peu parlé dans d'autres vidéos, mais au cas où pour rappel, c'est un seigneur assez unique, car il est connu pour essayer d'économiser le plus possible les vies de ses troupes. Mais cela n'est pas du tout dû à sa bonté d'âme. Il est en réalité un commandant très calculateur et minutieux. Ses méthodes lui ont valu d'avoir un entourage assez fidèle, ce qui lui permet d'avoir un avantage assez unique par rapport aux autres seigneurs griffarques, car il peut raisonnablement se fier à ses troupes de confiance afin qu'ils exécutent fidèlement ses plans sans sa supervision directe. Ces méthodes sont considérées comme assez controversées dans la société Skaven, même si il est indéniable qu'elles apportent des résultats. Il est d'ailleurs aussi connu pour veiller à bien équiper ses troupes, et ceci associé au fait que le pourcentage de survie parmi ses rangs est plus élevé, cela motive beaucoup de Skaven des autres clans à vouloir rejoindre sa horde. Ce qui est le bienvenu pour Kritok car il est toujours à l'affût de nouveaux alliés compétents. Il est aussi connu pour être très alerte malgré son grand âge, ce qu'il doit à sa lame nommée Ruine Canine qui renferme un verminarque. Ce démon avait tenté de manipuler Kritok pour renverser Vezix-Kour, mais ce dernier avait jugé que le prophète du rat cornu pouvait être un mécène bien plus intéressant, et a donc dévoilé le complot contre lui. En récompense pour ce service, Vezix lui a offert une lame qui lui a permis d'enfermer le verminarque à l'intérieur. Depuis, la lame a allongé sa vie, et il peut en tirer une puissance aussi bien mentale que physique dans les moments où il est le plus en danger. En échange de quoi, le démon vient voir réduire sa peine de quelques heures ou quelques jours. Ultimement, Kritok cherche à réunir une horde suffisamment puissante et professionnelle pour conquérir Villeville et renverser les seigneurs de la ruine actuels qu'il voit comme des dilapidateurs incompétents. Ce qui lui donne un côté, je trouve, un peu maniaque qui ne supporte pas le gâchis. Ensuite, on a quelques nouveaux types de rangs parmi les unités Skaven. Les galvaniseurs technomages, ce sont des ingénieurs qui sont fascinés par la malfoudre, qui est d'ailleurs vue par les ingénieurs comme des crépitations de l'esprit machine du sombre innovateur, qui viennent leur apporter une inspiration divine. Oui, ça fait légèrement penser à l'Adeptus Mechanicus. Les galvaniseurs sont vraiment des maîtres pour bidouiller leurs armes et machines, et ils sont très doués pour les optimiser et en tirer le maximum de puissance. Ensuite, on a quelques informations sur la création du maléclateur Ratling. Son créateur serait supposément Ketchrik du clan Gasket, ou alors il est celui qui a volé le design et il l'a revendiqué. En soi, des armes d'artillerie à fût multiples ne sont pas une révolution, et pas mal de différents clans Skryr avaient des variations de ce type d'armes, mais le maléclateur a une pièce un peu particulière qui le sort du lot. Un accélérateur à malpierre, qui est une source d'énergie plus puissante et qui permet de fonctionner beaucoup plus longtemps. Cependant, en cas de mauvais fonctionnement de la machine, les conséquences sont d'autant plus catastrophiques. En autre nouvelle unité, il y a les terreurs des terriers, et la raison de la création de ces créatures est justement liée aux géniteurs couinants dont on parlait tout à l'heure. Car il s'agit de la fusion de maîtres moldeurs avec leur propre création, qui se seront parfois retrouvés là par trahison de leurs confrères ou de manière volontaire de leur part, car ils voient cela comme une ascension en essayant d'atteindre le statut de géniteur couinant. L'ajout de maîtres moldeurs sur ces amas de chair apporte une intelligence et une conscience bien supérieures à celles qu'on peut habituellement observer sur les autres bêtes mutantes de guerre, ce qui permet à cette créature de manier simultanément plusieurs armes complexes, ce qui est assez similaire au colosse de choc qui porte des Skaven cerveaux, sans ses
des extensions, en quelque sorte, ce ne serait que d'immenses brutes épaisses, sans grande subtilité. Voilà donc pour toutes les nouveautés que j'ai pu remarquer en tout cas. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez ce format où je me focalise exclusivement sur les nouveautés. Aussi, petite nouveauté sur la chaîne, chaque fois que je couvrirai un nouveau Battle Tome, j'offrirai à la fin du mois le code unique qu'il y a dans le tome à l'un des tipeurs et membres de la chaîne. Donc pour ceux qui ne savent pas, ce code permet d'avoir les règles du tome sur l'application AOS. Donc la giveaway se fera à la fin du mois où est sortie la vidéo. Et comme d'habitude, si vous avez envie de vous prendre quelque chose, n'hésitez pas à utiliser le lien partenaire dans la description, ça soutient la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.